La date d'aujourd'hui est importante, et la raison est qu'hier encore à Davos, en Suisse, le FMI s'est levé et a déclaré que l'économie mondiale subissait les pires revers économiques depuis la Seconde Guerre mondiale. Les pires. Et c'est pourquoi ça pourrait être une mauvaise nouvelle. Mais en fonction de votre façon de voir les choses, ça peut aussi être une très bonne nouvelle. C'est le meilleur environnement macroéconomique que j'ai jamais vu. Et je pense que le regard que portent la plupart des gens sur cette situation est probablement erroné en ce moment. Je vais vous donner une leçon d'histoire aujourd'hui. Bien, ça c'est de la macro. Voilà pourquoi je suis inquiet. Donc, pourquoi la Seconde Guerre mondiale? La Seconde Guerre mondiale est une période fascinante parce que, comme pour la Covid, le monde entier était coincé chez soi ou sur les champs de bataille. Et puis tout le monde est revenu. Les marchandises et les biens n'étaient plus disponibles. Les chaînes d'approvisionnement mondiales étaient rompues et tout le monde est revenu et a recommencé à consommer. Et devinez quoi? L'inflation est montée à 13% ou quelque chose comme ça, peut-être même plus. Et cette période était fascinante, parce que les taux d'intérêt ont augmenté, et la première chose qui s'est produite, c'est que l'économie est rentrée directement en récession et que l'inflation est devenue négative. Parce que c'était un resserrement massif des conditions monétaires. Vous avez augmenté le coût des biens pour les gens et n'avez pas suffisamment augmenté leur salaire. Les gens ne pouvaient pas se procurer les biens qu'ils voulaient, exactement comme maintenant, et tout s'est effondré. Nous sommes donc retombés en récession, avant de connaître finalement des jours meilleurs. Je reviendrai sur les années 40 et 50, car je pense que c'est un parallèle très important que la plupart des gens ne comprennent pas. La dernière fois que nous avons vu quelque chose de comparable, c'était en 1974. Beaucoup de gens vous disent « c'est le retour aux années 70, inflation, inflation ». Eh bien, l'épisode d'inflation que nous avons connu à la fin des années 70 était dû à la démographie. Les baby-boomers sont tous entrés dans la vie active en même temps. C'était le plus grand choc de demande que le monde ait jamais connu. Et nous avons eu un choc d'offres avec la crise pétrolière due à l'embargo sur le pétrole arabe. Cela ne se répète pas aujourd'hui. Ce qui est encore plus comparable, c'est 1974. 1974 a été marqué par l'embargo sur le pétrole arabe. Le prix du pétrole a triplé et les taux d'intérêt ont augmenté. L'inflation a grimpé en flèche et l'effet immédiat a été la ruine de l'économie. Le marché boursier a chuté de 50%. Et l'enquête ISM, qui est un bon guide des cycles économiques, indique que chaque fois que la valeur est inférieure à 50, l'économie s'affaiblit. Une récession survient à environ 47. Il est descendu à 30, ce qui était le niveau le plus bas de toute l'histoire. Et cela s'est produit en l'espace de 4 mois, sur la base du même genre de configuration que celui que nous connaissons actuellement. Donc vous dites que la situation des années 70 est maintenant très similaire. Oui, et par la suite, l'inflation a chuté à partir de 1974. Les gens pensent encore que l'inflation est indéfinie. Ce n'est pas le cas. Et ce n'était pas le cas dans les années 40 non plus. En 1984, nous avons été confrontés à un problème de commerce mondial. Il y avait un grand nombre de conflits commerciaux. Le dollar était assez fort, comme aujourd'hui. Les taux d'intérêt augmentaient et l'inflation était forte. Et tout le monde avait peur, se retournait sur le passé et disait « Oh, nous ne voulons pas revivre le début des années 80 et la fin des années 70, l'inflation, l'inflation ». Et Volcker a trop resserré les taux et l'économie s'est effondrée. Il n'y a pas eu de récession parce que la FED a rapidement commencé à baisser les taux. Mais le dollar a augmenté encore davantage et a créé beaucoup plus de problèmes au moment de l'accord de Plaza en 1985. Quand tout le monde a dû faire en sorte que la hausse du dollar ne détruise pas l'économie mondiale. La fois suivante, en 2008, nous avons assisté à quelque chose de similaire. Si vous vous souvenez, le prix du pétrole était à 147 $. L'inflation était de 6%. La FED avait réduit ce taux parce que l'économie était en train d'imploser. En 2018, c'est exactement la même chose. Les prix du pétrole étaient élevés, l'inflation importante, et la FED augmentait ses taux en essayant de redresser son budget. Et ce qui s'est passé, c'est que l'économie a basculé très rapidement, à nouveau. Ok, alors qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ce phénomène continue-t-il de se produire? Tout le monde extrapole sur l'inflation indéfinie. Ce qui se passe en réalité, c'est que la consommation chute parce que nous avons durci les conditions monétaires. Donc le durcissement des conditions monétaires pour les gens ordinaires signifie que le coût de votre emprunt hypothécaire a augmenté au rythme le plus rapide de l'histoire. Les taux hypothécaires sur un an n'ont jamais augmenté aussi vite. Donc l'argent que vous avez emprunté est soudainement devenu beaucoup plus cher. Vos salaires n'ont pas progressé au même rythme que le coût des services de base, comme la nourriture. Vous vous sentez donc plus pauvre, et vous ne pouvez pas consommer autant. Et vous commencez à ne pas consommer les choses que vous voulez. Les gens se sont surendettés dans le secteur du logement, parce qu'ils se sont précipités dans le logement en 2020 et 2021, et les taux ont augmenté pour eux. Par ailleurs, l'augmentation du coût du pétrole, par exemple, a fait que le prix de l'essence et tout le reste. Et puis la hausse du dollar, qui est un mouvement de rigueur planétaire. Toutes ces choses, mises ensemble, suggèrent que l'ISM va retourner à une valeur de 30.
ce qui était le cas en 1974 et qui a été un effondrement dramatique. Et ça suggère que si nous ne faisons pas attention, nous pourrions avoir une vilaine et sévère récession, c'est-à-dire une récession négative de 5% du PIB. Elle pourrait être courte en fonction de ce que fait la FED. Nous y reviendrons dans un instant. Nous avons donc la configuration que nous avons vue à plusieurs reprises dans le passé. Nous avons les indicateurs prévisionnels, ce durcissement monétaire qui suggère que nous avons de vrais problèmes en perspective. Et puis les preuves anecdotiques. Nous voyons toutes les entreprises tech qui étaient à toutes épreuves procéder à des licenciements et émettre des avertissements sur leurs revenus. Parce que tout le monde ne peut pas augmenter suffisamment leurs tarifs. Donc, leurs marges baissent et les sociétés sont donc surendettées. Amazon a dit « Nous avons embauché trop de gens et c'est l'un des plus gros employeurs des États-Unis. » Ok, ça ne va pas. Mais la réponse à des prix plus élevés, c'est des prix encore plus élevés. Et c'est ce qui s'est passé. Et tout le monde regarde autour de soi et se dit « Qu'est-ce qui peut bien se casser ?» Quand des situations comme celle-ci se produisent, le marché baisse. Quelque chose doit se casser, vous savez. On se demande quelle banque, est-ce que ça pourrait être, quel fonds de placement. La bonne réponse est, c'est l'économie. L'économie vient de s'effondrer et la FED va devoir réagir. Et c'est ce que le FMI a dit à Davos hier. Correct. Ils disent, et c'est tout à fait exact, que les conditions monétaires que nous avons imposées aux entreprises et aux particuliers sont le plus grand durcissement de toute l'histoire. Il y a aussi la Chine qui ralentit, très rapidement, à cause des confinements, mais aussi parce qu'elle est en récession. Et l'Europe, avec la guerre et ayant à gérer sa transition énergétique. Donc, nous n'avons pas de croissance globale. Maintenant, la question est, jusqu'où cela peut-il aller? Parlons de quelques scénarios. Laissez-moi vous poser une question. Lorsque les gens utilisent le mot récession, cela signifie 2 trimestres consécutifs de croissance négative. C'est la définition technique d'une récession. Pour vous et moi, je pense que cela signifie une perte d'emploi et une perte de votre valeur nette, parce que c'est la chute des prix des actifs qui accompagne une récession. Quelle est la possibilité de basculer dans une dépression? Donc la dépression, je dirais, est une période beaucoup plus longue, plus étendue. Je ne pense pas que cela puisse arriver maintenant. Je ne le dis pas avec certitude, je ne le fais jamais. Je parle de probabilité. La raison en est qu'il y a une formule magique, le bilan de la FED. Le bilan de la FED dissimule toutes les mauvaises choses, car lorsqu'elle imprime de l'argent, elle diminue le pouvoir d'achat du dollar. Et la plupart des banques centrales le font en même temps. Et les gens pensent toujours que ça va mener à l'inflation. Or, ça mène à quelque chose de bien plus pernicieux et dangereux, qui est la dépréciation de la monnaie. Ce que cela fait, comment cela se manifeste, c'est que tous ces actifs limités que sont les actions, l'immobilier, l'or, la crypto-monnaie, montent en flèche. Mais tout ce qu'ils font, c'est refléter la dévaluation de la monnaie fiduciaire elle-même. Donc, optiquement, cela peut tout changer, parce que soudainement, toutes ces valeurs montent, tout le monde se sent bien, et cela change la donne. La situation des gens est toujours moins bonne en général, mais c'est une ruse, et je pense que cette ruse va se reproduire très bientôt. Cette fois, je pense que le tour sera joué d'une manière différente. C'est l'autre petit génie qui est sorti de la bouteille en 2020. Ce que les Européens font maintenant. Certains États américains le font. Le Japon le fait. L'Inde le fait. Il s'agit de paiement par transfert direct aux particuliers. Quand je t'ai entendu parler de ça, Raoul, j'ai cru que tu étais passé du côté obscur, mec. MMT, théorie monétaire moderne, UBI, revenu de base universel, et tous ces trucs, ce qui est beaucoup trop marxiste. Mais tu le regardes aussi du côté humanitaire. Quelles que soient nos opinions politiques ou économiques, c'est ce qui va se passer. Donc, nous devons évaluer la situation à travers ce prisme. Pas comme nous aimerions que ce soit, mais ce que ce sera, et quelles en sont les probabilités. Je regarde les bureaux qui se vident parce que les gens ne retournent pas au travail. Je veux dire que ce n'est pas une récession ordinaire, vous savez. Apple dit que les employés ne vont pas retourner au travail. Vous regardez tous ces immeubles de bureaux vides, et vous savez, l'immobilier résidentiel dépend des emplois. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous affirmez que la récession est synonyme de perte d'emploi, et Amazon est en train de licencier, alors qu'advient-il de l'immobilier là où se trouvent les bureaux d'Amazon? C'est l'effet domino. Et c'est pourquoi je dis que c'est l'une des plus importantes déclarations que j'ai entendues de la part du FMI. À savoir que nous sommes tous confrontés à l'un des plus grands défis économiques depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a une chose que vous avez mentionnée quand vous avez parlé de la dépréciation de la monnaie. Voici un penny. C'est du cuivre. Et en 1964, je regardais les quarts et les 10 cents. Ils étaient de la même couleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même couleur. Donc en 1964, les pièces de 10, 25 et 50 $ ont été remplacées par du cuivre. Et c'est ce dont vous parliez, la dépréciation. Et je pense que nous en payons le prix. Parce que, et je suis vraiment content que vous ayez commencé par l'histoire. Après tout, la macroéconomie, c'est de l'histoire. Vous devez remonter dans le temps. Et à chaque fois que les gens ont fait ça, les premiers étaient les Chinois. Ils ont imprimé des billets en papier. Et ensuite, l'Empire chinois s'est effondré. Puis, quand les Romains ont fait la même chose, en dépréciant leur monnaie, l'Empire romain s'est effondré.
nous regardons la fin de l'Empire américain. Je pense que ça va arriver à une vitesse effarante. En 1974, nous sommes passés de tout semblant bien aller à la pire des récessions depuis la Seconde Guerre mondiale, en 4 mois. Je pense que ça va être pareil, à cause de la vitesse du durcissement de la politique monétaire et de la vitesse de la hausse des prix. Donc je pense que nous allons avoir quelques mois très moches, à la fois sur le plan économique et pour les marchés. La question est, que va-t-il se passer après? Et c'est le point clé. Si mon scénario de base se réalise, c'est-à-dire le revirement de la FED, laquelle arrêtera de relever les taux, elle a déjà commencé à suggérer, peut-être, nous ferons une pause en septembre. Je vois qu'au mois de juin, ce sera la dernière hausse, et après ça, la FED dira, eh bien, nous allons juste voir. Et nous verrons l'économie commencer à s'effondrer. Et ils commenceront à penser, eh bien, nous n'allons pas faire de QT maintenant non plus. Donc, ils ne vont pas commencer à réduire le budget de la FED. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, nous allons parler de réduction de taux. Mais nous n'avons pas beaucoup de taux à baisser, vous savez, des taux qui viennent de nulle part. Donc la seule possibilité est qu'ils vont devoir imprimer de l'argent. Les marchés du crédit commencent déjà à s'assécher. C'est généralement un indicateur. Le marché immobilier est en train de s'effondrer. Imprimer de l'argent, c'est ce truc-là. Vous avez une pièce en argent, vous avez une pièce en cuivre recouverte d'argent, c'est ça? C'est ça. Fondamentalement, ça s'appelle dévaloriser la monnaie, ce que les Romains et les Chinois ont déjà fait. Oui, car n'oubliez pas que le système monétaire de base fonctionne simplement. Si vous avez vraiment soif et que j'ai une bouteille d'eau, vous paierez n'importe quel prix pour l'avoir. Si vous avez vraiment soif et que j'ai 5 bouteilles d'eau, vous vous dites « Oui, j'ai probablement besoin d'un peu de cette eau. Je les achèterai toutes, mais à un prix inférieur. » Si je dis « Voilà 1 million de bouteilles d'eau », vous n'en voulez plus aucune, parce qu'il y a trop d'eau maintenant. Il n'y a pas de pénurie. Donc, si vous produisez trop de quelque chose, cela perd de sa valeur. Donc, si Da Vinci avait créé 50 millions d'œuvres d'art, devinez quoi? Elles ne vaudraient plus rien. Et donc, c'est ce concept. Et ce qu'il fait, c'est que si une chose est dévaluée par rapport à une autre, donc nous ne créons pas plus d'actions dans le S&P. Ce que nous faisons en fait, c'est les racheter. On en a moins à disposition. Et par conséquent, le S&P augmente. L'immobilier. Oui, il y a des périodes où nous essayons de construire de nouveaux biens immobiliers. Mais généralement, les prix de l'immobilier augmentent par rapport au budget de la FED, car c'est un actif relativement peu courant. Pareil pour l'or, pareil pour les cryptos. Donc c'est ça le phénomène. Cela dépend de la vitesse à laquelle la FED déploie le budget, parce que la magie du budget change optiquement les marchés. Et si les marchés montent, alors la valeur nette des ménages se stabilise et les dépenses reviennent. Les entreprises cessent de licencier. Donc en fait, c'est un peu un tour de magie. Ça retombe. Vous savez qu'ils disent tous, le taureau monte les escaliers, l'ours passe par la fenêtre. L'ours est sur le point de tomber par la fenêtre. La question est de savoir quand le taureau va recommencer à monter, non? Soit nous suivons un scénario comme celui de l'an 2000, qui fut une récession typique de la vieille école, où, en raison des excès des marchés boursiers, le repli économique a duré environ 18 mois. Et puis la FED continuera à réduire les taux, et finalement, ça se stabilisera. Mais si nous regardons 2008, qui a été la récession qui a suivi, au moment où la FED a utilisé le bilan de la FED, nous avons été stoppés net. Plutôt rapidement après avoir fait ça, ils ont d'abord diminué les taux, ce qui n'a pas aidé car les banques s'étaient effondrées. Puis ils ont utilisé le budget de la FED. Puis ils l'ont refait en 2010, 2012 et 2016. Et puis en 2018, il y a eu le virage de la FED, le virage Powell, où ils sont passés de la hausse des taux à « Oh mon Dieu, nous devons réduire ». Trump a engueulé le gars. Il lui a dit « Coupez-moi ça, vous êtes en train de tuer mon économie ». C'est vrai, l'inflation avait augmenté. Mais Powell a dit « Bon, je dois le faire ». Mais l'économie ne peut pas supporter des taux plus élevés, parce que tout le monde est trop endetté et tout le monde est trop vieux. Voilà le problème. Donc, nous sommes en 2022, c'est ça? Nous avons des employés qui ne retournent pas au travail. Donc, tous ces REIT, les sociétés d'investissement immobilier, ils possèdent tous des immeubles de bureaux. Et alors, jamais la FED n'en a eu. Je crois que c'était une dette de 30 trillions de dollars. Et donc, avec 200 000 milliards hors budget, ils continuent de baisser les taux et tout ça. Mais la question est, peuvent-ils continuer à faire la même chose étant donné les conditions? Oui, alors cela va nous ramener aux années 1940 dans un instant. Mais vous allez vous retrouver écrasé par les problèmes de la chaîne d'approvisionnement. À cause de la Covid et tout ça, et vos salaires ne pourront pas suivre. Donc, on va réduire à néant la valeur nette des ménages et tout ce qui est financé par emprunt. Donc, tous les emprunts hypothécaires et tous les emprunts sur les actions. Et tous les emprunts par-dessus les emprunts. Et vous laisserez les garanties s'effondrer et tout faire éclater. Mais n'est-ce pas ce qu'ils font quand ils annoncent qu'ils vont rembourser la dette des prêts étudiants? C'est l'annulation de la dette. C'est la théorie monétaire moderne, pas vrai? Qui va arriver, qu'on le veuille ou non. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de réduire la dette par la répression financière. Ce qui revient à dire que l'inflation est légèrement plus élevée, donc les taux d'intérêt sont plus élevés. Alors, ce que vous voulez, c'est réduire la valeur réelle de la dette. Et si vous pensez à vos parents, à ce qu'ils ont payé pour une maison et à leur crédit,
Leur crédit immobilier semble dérisoire. C'est parce qu'au fil du temps, l'inflation a augmenté la valeur de la maison, alors que la dette n'a pas augmenté. Donc au final, la dette ne représente pas grand-chose. Donc, la façon dont les choses sont, ce truc ici fait que l'argent a moins de valeur. C'est exact. Ça rend la dette moins chère. Donc, c'est bon si vous êtes endetté. Mais si vous prêtez de l'argent, ça devient compliqué. Mais le fait est que vous avez soit un stimulus fiscal, ce qui correspond à la vision des Républicains, nous aurons un stimulus fiscal, réduire les impôts, et nous ferons des dépenses. Et ce qui se passe, c'est que ces dépenses ne vont pas aux personnes les plus démunies. Cela crée le problème du 1% contre 99%, que tout le monde constate et que personne ne sait comment résoudre. Le problème est en fait le budget, car tous les actifs les plus chers continuent d'augmenter, parce qu'ils continuent à imprimer de l'argent. Les riches deviennent plus riches. Mais cette stimulation fiscale générale est difficile à réaliser, car les riches s'enrichissent une fois de plus. Donc je pense que les gens ont pensé, eh bien peut-être que nous devrions juste essayer de donner l'argent directement aux personnes qui sont les plus touchées. D'accord. Voilà les deux solutions, sinon vous ne faites rien. Et c'est trop tard, car il y a trop de dettes. Donc vous ne pouvez plus laisser le système s'assainir par lui-même. L'ancienne méthode aurait été de laisser le système s'assainir. Tout va bien, vous traverserez juste une récession. Tout le monde arrête d'emprunter autant d'argent, blablabla. Le monde est endetté à hauteur de 400% de son PIB. Le monde n'a jamais été aussi endetté dans toute l'histoire de l'économie. Revenons maintenant aux années 40, et voyons à quel point la situation était mauvaise à l'époque. C'était une configuration très similaire. Les pires problèmes de chaîne d'approvisionnement, l'inflation massive, le retour massif de tous les gens. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'économie s'est effondrée. Puis les taux d'intérêt ont baissé et se sont stabilisés. Et ils se sont stabilisés parce que la FED les a stabilisés. Et l'inflation était légèrement élevée, 3%, et les rendements des obligations étaient d'environ 2%. Donc les taux réalistes. Ce qui veut dire que sur le marché immobilier, vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc les taux réels négatifs deviennent très bons pour les actifs. Et ce qui s'est passé dans les années 40 et 50, c'est un boom économique massif. Ce que nous avons vu, c'est la valeur de la dette de guerre s'éroder à cause de l'oppression économique. Nous disposions de valeurs patrimoniales comme le logement. Le marché des actions a augmenté de 900% au cours de cette période. Il y avait beaucoup de stimuli fiscaux parce qu'il fallait reconstruire après la guerre. Et les entreprises construisaient des usines. Si vous y pensez maintenant, les entreprises vont reconstruire leurs usines aux États-Unis ou en Europe et non en Chine. Ça va donc donner un coup de pouce. Oui, les emplois ne sont pas là. Ce sont plutôt des robots dans les usines. Mais c'est quand même un stimulus pour l'économie. Le gouvernement va prendre des mesures de relance, comme nous l'avons dit. Les taux d'intérêt resteront relativement bas. L'inflation restera contrôlable, mais un peu plus élevée qu'elle ne l'a été. Et ce que cela va déclencher, c'est une période de stabilité et de croissance, parce qu'il y a tellement de technologies, il y a plein de grands changements dans le monde qui pourraient se produire. Donc, ce serait, mon dénouement le plus positif serait celui-là. Et je pense que c'est toujours la plus forte probabilité, que nous nous en sortirions d'une manière inattendue. Parce que ça ressemble à la fin du monde. Imaginez ce que ça a dû être en 1948. Tout ce que vous voyez, c'est une fin du monde, et ensuite, vous avez cette inflation massive. Vous pensez juste, c'est la pire chose qui puisse arriver. Mais ce qui en est ressorti est quelque chose de très différent. Ce fut l'essor de la technologie. Ce fut l'ascension des États-Unis en tant que grande superpuissance. Ce fut l'essor de la reconstruction de l'Europe, l'essor du Japon. C'était une période incroyable. Les accords de Bretton Woods, où le dollar devient la monnaie de réserve mondiale et toutes ces bonnes choses se sont produites pour l'Amérique. C'est au même moment. Toutes ces choses ont été élaborées à ce moment-là, sans exception. De la Convention de Genève au FMI, à la Banque mondiale, aux Nations Unies, tout cela est arrivé durant cette époque, vers 1947. Oui, en même temps. Est-ce à cela qu'ils font allusion, à propos de la grande réinitialisation que tout va changer encore une fois? Oui, c'est le 4e tournant. Et c'est là où nous en sommes. Et ceci pourrait être l'événement final du 4e tournant, ou juste une autre phase de transition vers celui-ci. 2008, 2020, et peut-être maintenant. Ça continue de faire avancer le monde dans la direction que nous savons tous qu'il doit prendre. Nous devons arrêter de faire ce que nous faisons et changer notre façon de faire. Je dis toujours que le marché des obligations est la réalité. Sur le marché des obligations, le travail des acteurs du marché des obligations consiste en 2 choses seulement. Quel est le taux d'inflation attendu et quelle est la croissance économique? Sur les marchés boursiers, il y a les bénéfices, les émotions et tout le reste. Sur le marché des obligations, il s'agit simplement de 2 choses. Donc, ils ont généralement raison. Et c'est un changement structurel dans l'économie mondiale. Si nous sommes actuellement ici et que vous avez des liquidités et que nous allons assister à ce grand bouleversement, cela signifie probablement que l'économie et les prix des actifs, il y aura certaines choses qui se mettront en place. Ce que nous recherchons, c'est, si vous souhaitez générer de la richesse, c'est le moment d'agir. Oui, c'est le meilleur moment.
La macroéconomie traverse l'histoire et la chute des empires et tout ça. Je pense que nous sommes en train de nous effondrer en ce moment, vous savez. C'est un énorme problème. Tous les cycles traversent cette phase. C'est à peu près comme les cycles pour un être humain. 20 ans, 20 ans, 20 ans. Vous savez, j'ai déjà dit ça aussi. Et cela mûrit, et tout change. Le quatrième tournant est toujours marqué par des dirigeants faibles. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Mais les gens qui prennent une raclée sont ceux qui fonctionnent avec les idées d'hier. Nous avons parlé de la façon dont les marchés à la hausse font paraître intelligents les gens stupides, vous savez. Donc, vous pouvez être vraiment très bête et avoir misé sur Apple et être devenu très riche, ou sur du Bitcoin. Oh mon Dieu, je suis riche, je suis intelligent. Et ensuite, le marché à la baisse vous montre à quel point vous êtes finalement idiot. Et c'est pourquoi, ce que Raoul dit, c'est que ça va arriver très vite. Tous les gens idiots qui se croient intelligents vont découvrir à quel point ils sont bêtes. Et ça va être un moment très intéressant. Et quand le crash arrive, ça arrive si vite que vous ne voyez pas ce qui va vous tomber dessus. Je pense que le message le plus important de la leçon d'aujourd'hui est que le taureau a monté les escaliers depuis un moment maintenant. Il est sur le point de passer par la fenêtre. C'est donc ça que Davos en Suisse, puis le FMI nous ont dit. Nous allons être confrontés aux plus grands défis économiques. Et voilà. Je ne peux pas le croire. Quel cadeau. Eh, ce n'est pas fini. Avant de continuer la vidéo, on aimerait vous présenter quelque chose. Beaucoup d'entre vous nous ont dit qu'ils voulaient apprendre l'entrepreneuriat, la psychologie, l'éducation financière et le développement personnel. C'est pour cette raison que nous vous avons sélectionné les livres audio qui nous ont le plus inspirés et qui ont littéralement changé notre vie et notre manière de penser. Le meilleur dans tout ça, c'est que votre premier livre audio est gratuit grâce à l'offre d'essai Amazon. Cliquez sur le lien dans la description et profitez de votre premier livre audio que vous pourrez écouter dans la voiture, à la salle de sport, dans les transports ou dans n'importe quel endroit que vous souhaitez.